J'avais 22 ans quand j'ai choisi l'amour au détriment de tout. À l'époque, ça semblait héroïque comme les grandes histoires d'amour que je lisais tard le soir sous la lampe de ma chambre d'étudiante. J'étudiais la littérature à Paris pleine de grands rêves et d'un cœur encore plus grand avec toutes les portes encore ouvertes. Puis j'ai rencontré Antoine Morel. Antoine n'était pas seulement beau. Il portait en lui une assurance naturelle, celle d'un homme qui savait que le monde plierait toujours devant lui. Son sourire était une promesse discrète, quoi qu'il arrive, il me protégerait. Je l'ai cru. Contre le murmure de mon instinct, contre les mises en garde de ma famille, je l'ai cru. Mes parents ont tenté de me raisonner. Ils disaient qu'Antoine était un puzzle incomplet, qu'il pesait trop ses mots, qu'il charmait sans jamais se dévoiler vraiment. Je n'ai pas écouté. À 22 ans, on pense que l'amour peut distancer n'importe quelle ombre. Un jeudi pluvieux, j'ai fait mes valises dans cette lumière grise qui brouille les fenêtres parisiennes et donne l'illusion que tout est possible si l'on ose. Quand ma mère a pleuré près de la porte, je l'ai embrassée sur le front en disant « Tu verras, c'est un homme bien ». Quand mon père m'a demandé une dernière fois « Es-tu sûr de savoir qui il est ?» j'ai ri comme si c'était juste de la peur. Peut-être était-ce de la peur. Peut-être était-ce la vérité. Cette nuit-là, Antoine et moi avons quitté Paris avec 2 valises et une voiture empruntée. Il conduisait d'une main, l'autre serrant la mienne, la pressant chaque fois que le silence entre nous devenait trop lourd. Nous avons traversé les frontières sous un ciel si sombre qu'il semblait que l'univers entier avait fermé les yeux. Nous nous sommes installés dans un village de Normandie avec ses rues bordées d'arbres et ses voisins qui souriaient poliment sans poser de questions. Ça semblait sûr. Un nouveau départ. Je pensais qu'en l'aimant assez, en construisant notre vie pierre par pierre, avec patience et dévouement, tout finirait par éclore. J'ai troqué ma famille, mon avenir et mon passé contre les promesses de cet homme. Je croyais que l'amour seul pouvait bâtir un foyer. Je ne savais pas encore que certaines fondations reposent sur du sable. Les années ont passé comme une rivière use la pierre, lentement sans relâche, presque invisible, jusqu'au jour où l'on lève les yeux et où le paysage est méconnaissable. Au début, je m'accrochais à de petits espoirs. Peut-être Antoine s'adaptait-il simplement à notre nouvelle vie. Peut-être avions-nous besoin de temps pour fonder la famille dont nous rêvions la nuit dans cette voiture empruntée, quand chaque kilomètre loin de Paris semblait une révolte, une victoire. Mais les mois sont devenus des années et les pièces de notre maison de maître restaient vides. Pas de berceuse dans les couloirs, pas de dessins d'enfants sur le frigo. Seulement des chambres d'amis désertes et des vêtements de bébé soigneusement pliés rangés au cas où, des cas qui ne sont jamais venus. Nous avons essayé bien sûr. Visite chez le médecin, traitement, prière, murmuré dans l'obscurité. Chaque test négatif était une fissure dans un miroir, une fracture silencieuse que personne n'osait nommer. Antoine devenait de plus en plus occupé à mesure que l'espoir s'épuisait dans notre mariage. De longues heures de travail, des voyages d'affaires fréquents à Lyon, des réunions qui se prolongeaient tard, des événements auxquels je ferais mieux de ne pas assister. Il ne criait jamais. Il ne se mettait jamais en colère. Il se retirait brique par brique invisible jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'un mur entre nous était trop épais pour qu'on puisse s'appeler. Et moi, je me suis rapetissée pour tenir dans les espaces qu'il laissait. J'ai abandonné l'idée de finir mes études. À quoi bon un diplôme dans un village où mon nom de femme mariée suffisait à obtenir des hochements de tête polis et des sourires forcés? J'ai cessé de chercher du travail. Antoine disait que c'était inutile qu'il gagnait assez pour nous deux, que je devais profiter de la maison du jardin des Bonnetons. Bonheur simple. Mais la vérité, c'est que chaque jour passé à arranger des fleurs et à réchauffer du café avait un goût de cendre dans ma bouche. J'ai aussi perdu mes amitiés. Mes amis parisiens se sont éloignés d'abord par des appels manqués, puis des messages plus courts, jusqu'à ce que le silence les emporte eux aussi. Quand ils me demandaient si j'étais heureuse, je disais oui. Que pouvais-je dire d'autre? Dans notre grande maison, le temps s'écoulait comme de la mélasse. Les saisons changeaient,
derrière les hautes fenêtres feuilles d'automne, sur la pelouse neige, sur les toits crocus, s'épanouissant le long du chemin de pierre. Mais à l'intérieur, c'était toujours l'hiver. Parfois, je me retrouvais assise à la table de la cuisine longtemps, après avoir rangé la vaisselle, fixant la porte, me demandant si l'amour était censé ressembler à une attente. Attendre le rire, attendre la chaleur, attendre une vie qui sans cesse, manquer son tour dans notre maison. Dans le silence, je me disais d'être patiente, que tout ce qui vaut la peine demande du temps, que l'amour exige des sacrifices, qu'un jour, sûrement un jour, tout cela en vaudrait la peine. Je ne savais pas alors que certains silences ne sont pas des pauses entre les notes. Certains silences sont la mélodie. C'était un après-midi pluvieux de ceux qui rapprochent les murs et étirent les heures. Sur un coup de tête, j'ai décidé de nettoyer le bureau d'Antoine, une pièce que j'évitais d'ordinaire comme une cathédrale de souvenirs indésirables. La maison vibrait du bruit de la pluie contre les fenêtres, et cette monotonie m'a poussée à avancer déterminée à chasser la poussière des recoins de notre vie. Je rangeais les étagères quand je les trouvais un tiroir verrouillé et oublié sous des années de papier intact et d'enveloppes scellées. D'abord, je n'y ai pas prêté attention. Antoine était un homme secret. Il avait toujours eu besoin de ses compartiments, de ses portes closes. Mais quelque chose dans ce tiroir, petit anonyme si bien caché, m'a donné un frisson discret. J'ai hésité un instant avant de chercher une clé. Ce n'était pas difficile à trouver. Cachée dans un livre évidé sur la 2e étagère, elle était presque trop évidente, comme un secret gardé par quelqu'un qui espérait à moitié qu'on le découvre. La serrure s'est ouverte avec un soupir doux. À l'intérieur, enveloppée dans un dossier de cuir usé, il y avait des dizaines de lettres. À première vue, elles semblaient innocentes, soigneusement, pliées jaunies par le temps. Mais en prenant une les mains tremblantes, j'ai vu la vérité écrite à l'encre si tendre que mon cœur s'est arrêté. Les mots ne m'étaient pas destinés. Ils parlaient de moments volés de désir d'un amour tenu dans l'ombre, et ils n'étaient pas adressés à une femme. Chaque lettre commençait de la même façon. Mon cher Antoine. Les larmes brouillaient ma vue, tandis que je les parcourais une à une jusqu'à ce qu'une photo glisse et tombe au sol. Je me suis baissée, la ramassée, et les derniers fragments de ma vie soigneusement construite se sont brisés dans mes mains. Antoine était sur la photo, les bras autour d'un autre homme. Leur visage proche, souriant, une joie pure et sans retenue que je n'avais jamais pas une seule fois vue diriger vers moi. C'était comme découvrir une autre version de lui, une version qui n'avait jamais existé dans les couloirs froids de notre mariage. Dans le coin inférieur de la photo, un nom était griffonné en lettres nettes et confiantes, Julien Lefebvre. Je l'ai fixé les lettres s'incrustant dans mon esprit, dans ma peau, Julien Lefebvre. Ce nom n'appartenait pas seulement à un homme. Il appartenait à tout un monde caché. Un monde dont je n'avais jamais été invitée construit, derrière les murs de notre foyer vide. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'agripper au bord du bureau pour me stabiliser. Le bureau tournait autour de moi. La pluie dehors, la poussière dans l'air, la douleur dans ma poitrine, toutes se fondant en une vérité insupportable. La vie pour laquelle j'avais tout donné n'avait jamais vraiment été la mienne. Pendant des jours, je me suis dit que ça ne signifiait rien. Peut-être était-ce une phase. Peut-être appartenait-ce à un passé qu'Antoine avait dépassé avant de dire oui. Peut-être ces lettres étaient-elles les vestiges d'une vie qu'il avait choisi d'enterrer pour moi. Je voulais tellement y croire. Croire aux promesses que nous avions faites à la vie, que nous avions bâties, aux sacrifices que j'avais déposés à ses pieds. Si j'avais tout abandonné pour lui, il avait sûrement sacrifié quelque chose aussi. Mais les mensonges s'accrochent à la peau murmurant dans les moments de fatigue où l'on ne peut plus feindre. Et peu importe à quel point je m'accrochais à l'espoir, il glissait entre mes doigts, ne laissant que la vérité lourde et froide. Les nuits s'allongeaient. Je restais allongée écoutant l'écho creux des pas d'Antoine au rez-de-chaussée, le clic discret de la porte de son bureau, le tapotement incessant de son clavier, jusque tarde quand les maris devraient tendre la main vers leurs femmes.
Au petit déjeuner, il s'asseyait en face de moi avec ses manières parfaites, sirotant son café noir et lisant les nouvelles sans jamais croiser mon regard. L'homme qui embrassait jadis mes doigts comme s'ils étaient nacrés remarquait à peine quand mes mains tremblaient en portant les assiettes. Le silence entre nous est devenu un gouffre vaste et impitoyable. Chaque dîner froid, chaque conversation avortée, chaque excuse de soirées tardives au travail ne faisait qu'élargir l'espace où l'amour aurait dû vivre. Les lettres murmuraient plus fort, même quand je ne les lisais pas. Elles s'entremêlaient au papier peint, aux ombres de notre maison, au sourire fragile d'Antoine dépourvu de lumière. Je n'avais jamais été son premier choix, ni même son second. J'étais la belle fiction qu'il avait façonnée pour survivre dans un monde qui exigeait des mensonges, une épouse sur le papier, une partenaire pour les apparences, une femme qui avait troqué sa vie pour être le masque qu'il portait pour protéger son vrai cœur. Et derrière ce masque, Antoine vivait une vie où je n'étais qu'un silence nécessaire, un sacrifice pour protéger un amour qui ne m'incluait jamais. Je pensais qu'en restant assez silencieuse, il entendrait le bruit de mon cœur qui se brisait. Mais la vérité était plus simple et bien plus cruelle, il n'avait jamais écouté. Certaines trahisons, on peut apprendre à vivre avec en silence. Pas celle-ci. Pas après 20 ans à construire ma vie sur un mensonge. Plus je vivais avec la vérité, plus elle devenait claire. Antoine n'avait jamais prévu de me choisir. J'avais été choisie parce que je comblais un vide qu'il devait remplir, une jolie photo à accrocher au mur de sa vie soigneusement orchestrée. Je n'étais pas son refuge, j'étais son camouflage. Je ne pouvais plus rester entre les murs de cette maison, respirant un air vicié, attendant qu'il m'offre des miettes d'honnêteté. Si je voulais la vérité, je devais aller la chercher. J'ai commencé par le seul indice qu'il avait laissé Julien Lefebvre. Ce n'était pas difficile de le trouver. Il ne se cachait pas comme Antoine. Une recherche rapide m'a appris qu'il était un conservateur de galeries d'art respecté à Lyon, raffiné, discret professionnel. Le genre d'homme dont le nom ne fait pas les gros titres, mais dont l'influence persiste dans les coins des salons élégants. J'ai étudié tout ce que je pouvais trouver, ses expositions, ses interviews, ses photos. Chaque image de lui était une blessure, l'assurance tranquille de sa posture, le sourire doux, qui atteignait ses yeux. Le genre de bonheur absent chez Antoine depuis toujours. J'ai imprimé les preuves, les lettres, les photos, les documents légaux qui me liaient à un mariage bâti sur du temps emprunté. Je les ai glissés dans une enveloppe craft lourde et tranchante de finalité. Puis j'ai passé l'appel. La galerie organisait une exposition privée ce week-end. Antoine était sur la liste des invités. Julien aussi. Une scène parfaite pour un dernier acte. J'ai appelé Antoine au travail, prétendant planifier une surprise pour notre prochain anniversaire, la première vraie excitation dans ma voix depuis des années. Il a accepté de me rejoindre à la galerie sans méfiance. Évidemment. Après tout, que pouvais-je être sinon inoffensive? La veille, je me tenais près de la fenêtre de notre chambre, regardant les lampadaires pâles saigner dans la brume. Antoine dormait déjà le dos tourné, sa respiration profonde et régulière, comme un homme qui n'avait jamais connu le prix des murs qu'il avait érigés. Demain, je les ferai tomber. Demain, je ne serai plus la femme qu'il avait effacée de sa vraie vie. Demain, il verrait que les masques peuvent aussi étouffer ceux qui sont forcés de les porter. La galerie était baignée d'une lumière dorée et douce. Le genre qui flatte les imperfections, lisse les arêtes, donne l'illusion que même les choses brisées sont belles. C'était presque assez pour me faire croire que rien de laid ne pouvait arriver ici, presque. Je me tenais juste après l'entrée, l'enveloppe serrée contre moi, mon cœur battant si fort que je pouvais à peine entendre la musique classique jouer au-dessus. Les invités passaient devant moi, vêtus de tenues coûteuses, verres de vin inclinés dans des mains gracieuses, murmurant sur des tableaux abstraits qu'ils prétendaient comprendre. J'ai attendu jusqu'à ce que je les voie. Antoine, Julien. Ils se tenaient près d'une grande sculpture, tête rapprochée, partageant une observation discrète qui les faisait sourire. Ce sourire, simple sans retenue, coupait plus profondément qu'une lame. J'ai marché vers eux lentement, chaque pas délibéré. Antoine m'a vu le premier. Son visage s'est figé, une lueur de confusion traversant ses yeux, avant qu'il ne la masque avec cette grâce exercée que j'avais autrefois prise pour de la force.
Julien s'est tourné ensuite, son expression s'adoucissant d'une pitié presque palpable. Je me suis arrêtée à quelques pas. Aucun d'eux n'a bougé. Sans un mot, j'ai tendu l'enveloppe Kraft. Antoine a hésité avant de la prendre ses doigts, effleurant les miens un bref instant. Il l'a ouverte. J'ai vu le sang quitter son visage, tandis qu'il feuilletait le contenu. Chaque lettre, chaque photo, chaque mensonge soigneusement documenté. Quand il m'a regardé, j'ai vu la panique. L'effondrement. J'ai parlé doucement, ma voix ferme et claire, assez pour trancher le bourdonnement policé de la galerie. J'ai donné ma vie pour un mensonge. Je n'ai jamais été ta femme. J'étais ton paravent. Je ne suis plus ton bouclier. Un instant, le monde autour de nous a semblé s'évanouir. La musique, les lumières, les conversations polies, tout s'est brouillé jusqu'à ce qu'il ne reste que nous trois debout dans les ruines de la vie qu'ils avaient bâtie sur mon dos. Antoine a avancé, baissant la voix dans un murmure frénétique. « Claire, je t'en prie, a-t-il dit. On peut arranger ça. Personne n'a besoin de savoir. Tu n'as pas à faire une scène. » Julien restait silencieux, mais ses épaules étaient tendues, ses mains se crispant à ses côtés. Il n'osait même pas me regarder. La voix d'Antoine s'est brisée sous le poids du désespoir. Pense à tout ce qu'on perdrait si ça se savait. Ma carrière, nos familles. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Nous, encore ce mot. Nous, comme si j'avais jamais fait partie de ce monde secret et doré qu'il m'avait caché. J'ai souri alors, un sourire froid cassant. Ce n'était pas le sourire d'une femme cherchant vengeance. C'était celui d'une femme posant enfin un fardeau trop lourd à porter. Tu as eu 20 ans de mon silence, ai-je dit, ma voix tranchant leur peur. Maintenant, tu auras 20 ans de mon absence. J'ai plongé la main dans mon sac, sorti les papiers du divorce et les ai posés soigneusement sur un petit piédestal entre nous, comme une offrande sur l'autel de leur vérité. Aucun d'eux n'a bougé pour m'arrêter lorsque je me suis retournée et suis partie. Pas une seule fois. Les masques étaient tombés, mais j'étais déjà loin. Les jours suivants ont été remplis d'appels frénétiques, d'emails désespérés, de promesses creuses, déguisées en excuses. Antoine et Julien se sont démenés pour réparer les dégâts, comme si la panique seule pouvait effacer les années qu'ils m'avaient volées. D'abord, Antoine a essayé de négocier. Il a proposé des thérapies, des compromis, des accords discrets. Il parlait d'erreurs, de peur, des lourdes attentes imposées depuis son enfance, comme si ces poids invisibles pouvaient justifier le fardeau qu'il m'avait forcé à porter. Quand les mots ont échoué, ils sont passés à des menaces voilées, des allusions à la honte publique, au déshonneur familial, à des complications juridiques, des murmures que si j'allais trop loin, je finirais aussi brisée que le mariage qu'ils avaient construit sur mon sacrifice. J'ai écouté chaque supplication, chaque excuse, chaque défense tremblante. Et j'ai dit non. Non à l'accord discret qu'ils offraient en échange de mon silence. Non à l'argent qu'ils agitaient comme un pansement sur une plaie ouverte. Non à réécrire le passé en quelque chose de plus joli que la vérité. J'ai demandé le divorce pour fraude émotionnelle. Je l'ai nommé clairement dans chaque document, un mariage conclu sous de faux prétextes. Une vie prise non donnée. Ils ont essayé de me convaincre de reconsidérer, d'épargner le spectacle public, mais j'avais passé 20 ans à préserver une illusion qui ne m'avait jamais protégée. Je ne cherchais pas la vengeance. Je ne voulais pas leur ruine. Je voulais seulement ma liberté. Quand les papiers ont été finalisés, quand l'encre était sèche et les chaînes enfin brisées, j'ai envoyé une dernière lettre à Antoine. Elle était courte, une seule phrase. Certaines dettes ne se payaient jamais avec le silence. Pas de signature, pas d'adresse de retour, juste la vérité nette et tranchante, laissée comme une lame dans la maison vide que nous avions autrefois prétendu être un foyer. J'ai plié la lettre soigneusement, l'ai scellée dans une enveloppe et l'ai glissée dans la boîte aux lettres sans cérémonie. Puis je suis partie, libre enfin de la vie qui n'avait jamais vraiment été la mienne. La maison s'est vendue plus vite que prévu. Antoine ne s'y est pas opposé.
Pas de dernière dispute, pas de regard prolongé sur la vie que nous avions laissée en ruine. Seulement des signatures des papiers notariés et un trousseau de clés lourdes remis à un inconnu. C'était étrangement juste. Une fin, non pas avec un cri, mais avec un silence que j'avais choisi cette fois. Avec ma part, j'ai acheté une petite maison blanche dans un village de Bretagne, là où la mer imprègne l'air de sel et où les matins sentent le renouveau. Ce n'était pas grandiose. Pas de sol en marbre ni de jardin impeccable comme la maison d'Antoine. Mais elle avait quelque chose qui m'avait manqué pendant 20 ans, un air que je pouvais respirer. La maison se dressait au bord d'une falaise surplombant une mer agitée. Elle avait de larges fenêtres qui captaient le lever du soleil et un jardin bancal où poussaient des fleurs sauvages sans demander la permission. Je passais mes matinées pieds nus dans l'herbe humide, les doigts dans la terre, faisant naître la vie d'un sol qui ne me devait rien. Je me suis inscrite à un cours de peinture au centre culturel local. Quelque chose que je n'avais pas touché depuis l'université, que j'aimais avant que la vie ne m'apprenne à être petite. La première fois que je me suis tenue devant une toile vierge, pinceau en main, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais parce que pour la première fois depuis des années, mes mains construisaient quelque chose qui m'appartenait. Je faisais du bénévolat à la bibliothèque municipale le week-end, animant des ateliers d'écriture pour des femmes qui avaient aussi perdu des choses, des foyers, des familles et des morceaux d'elles-mêmes qu'elles apprenaient à récupérer. Dans leurs histoires, je trouvais des bribes des miennes. Et en leur apprenant à croire en leur voix, j'ai commencé à croire en la mienne. Mes jours sont devenus simples et pleins. Pas de dîner mondain. Pas de calendrier dicté par les ambitions d'un autre. Juste un café au lait sur le perron, à l'aube des livres empilés près du lit des rires, flottant par les fenêtres ouvertes. Je n'étais plus une épouse. Je n'étais plus une façade. Je n'étais même plus une survivante. J'étais simplement Claire. Et pour la première fois, cela suffisait. Le soleil déclinait, embrasant le ciel de couleurs qu'aucun peintre ne pourrait jamais vraiment capturer. Je me tenais pieds nus dans mon jardin, la terre fraîche sous mes pieds, la mer murmurant des secrets au-delà des falaises. L'air était doux contre ma peau, et pour une fois, aucun poids n'oppressait ma poitrine. Pas de peur de faire trop peu, d'être trop, de demander ce qui ne serait jamais donné. J'ai levé le visage vers le ciel et murmuré dans l'air du soir. J'ai sacrifié ma jeunesse, mes rêves et ma famille pour l'amour. Mais me perdre moi-même fut la seule vraie tragédie. Maintenant, je m'aime assez pour ne plus jamais être l'ombre de quelqu'un. Le vent a emporté mes mots, les dispersant comme des graines, les laissant prendre racine ailleurs. Je me suis tournée alors non seulement vers moi, mais vers vous, qui que vous soyez, où que vous soyez en ce moment. Peut-être avez-vous porté un amour si lourd qu'il vous a brisé l'échine. Peut-être avez-vous attendu devant des portes qui ne s'ouvraient jamais, prononcé des mots jamais vraiment entendus. Si c'est le cas, si cela touche trop près de votre propre histoire, alors écoutez-moi. Avez-vous déjà aimé quelqu'un au point d'oublier que vous étiez une personne d'abord? Si oui, sachez ceci, aimer les autres est magnifique. Mais se perdre pour eux n'est pas de l'amour, c'est une capitulation. Et vous méritez mieux que la survie. Vous méritez votre propre vie. Les étoiles se sont allumées une à une, sans hâte, sans excuse. Et pour la première fois depuis très longtemps, moi aussi.